Ah là là, Geometry Dash, un jeu auquel je joue énormément et qui occupe mon temps libre depuis déjà plus de 7 ans. C'est un jeu réunissant un nombre ahurissant de joueurs prêts à s'investir corps et âme pour créer les meilleurs niveaux possibles ou pour terminer les niveaux les plus difficiles possibles. Cependant, il y a des joueurs qui sont prêts à tricher pour faire croire qu'ils avaient un excellent niveau alors qu'en réalité, il n'en était rien, ou qu'ils avaient un niveau bien en dessus de celui qu'ils prétendaient avoir. Dans cette vidéo, je vais vous parler des plus gros scandales de triche que je considère comme étant les plus gros de l'histoire de Geometry Dash. Salut à tous, moi c'est Parky, et aujourd'hui je vais vous parler des plus gros scandales de triche de l'histoire de Geometry Dash. Avant de commencer la vidéo, je vais expliquer en quoi consiste Geometry Dash, pour ceux qui ne seraient pas trop familiers avec le jeu. Si vous savez déjà ce qu'est Geometry Dash, je vous invite à vous rendre sur ce timecode. Bref, Geometry Dash est un jeu de plateforme sorti le 13 août 2013, développé par Robtop, un développeur suédois. Le but du jeu consiste à terminer des niveaux à 100%, qui sont à l'heure où j'écris cette vidéo, au nombre de 22. Ces niveaux sont classés par 6 niveaux de difficulté, allant de Easy à Démon, qui est elle-même divisé en 5 difficultés qui sont dans l'ordre Easy, Medium, Hard, Insane et enfin Extreme. C'est un jeu qui possède plusieurs mécaniques de jeu avec des portails, des orbes et des pads qui possèdent chacun leur propriété. Mais Geometry Dash ne se limite pas qu'au niveau officiel, bien au contraire. Ce jeu possède un éditeur de niveau où l'on peut créer ses propres niveaux et les publier en ligne, pour que d'autres joueurs puissent y jouer. Et au bout de 10 ans, vous doutez bien que ces niveaux ont atteint un niveau de qualité mais également de difficulté absolument phénoménal. Impressionnant, n'est-ce pas? Et encore, c'est qu'une partie infime des niveaux qui sont présents sur Geometry Dash. Cela fait que Geometry Dash est un jeu qui est essentiellement basé sur sa communauté, et c'est ce qui en fait sa force et sa richesse. Mais également le fait que le jeu continue à être aussi populaire, voire encore plus qu'auparavant, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de mise à jour pendant plus de 6 ans. La 2.2 est enfin arrivée le 19 décembre 2023 et avec les nouveautés qu'apporte l'éditeur de niveau de la 2.2, on va monter encore d'un cran niveau qualité. Et avec tout ce que je viens de dire, vous comprenez également pourquoi je kiffe autant ce jeu. Bon, je pense avoir globalement fait le tour de ce qu'est Geometry Dash. Mais au cours de la vidéo, je vais quand même expliquer certaines choses ou certains termes que je n'ai pas pu expliquer dans l'intro. Sur ce, on peut commencer. Des gens issus du monde entier jouent à Geometry Dash, et plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de joueurs se réunissent avec une langue ou un pays qu'ils ont en commun. Ce qui fait qu'on a notamment la communauté anglophone, la communauté hispanophone ou encore la communauté russophone. Mais il y a un pays qu'on ne pourrait pas penser qui pourtant possède une influence assez énorme dans Geometry Dash, et il s'agit de la Corée du Sud. C'est un pays qui possède la commu GD sûrement la plus ancienne et une des plus engagées de l'histoire de Geometry Dash. Et elle possède plein de joueurs, plein de créateurs talentueux, dont un en particulier qu'on va aborder, et il s'agit de Cyclic. Cyclic est un joueur sud-coréen ayant été actif de la 1.8 jusqu'à aujourd'hui. C'était un joueur, créateur et star grinder. Le star grind consiste à accumuler le plus de stars possible afin de finir numéro 1 sur le classement officiel de Geometry Dash. Ce classement ne prend en compte que les stars, mais pas le niveau de difficulté des niveaux terminés. Cela dit, le premier gros achievement que Cyclic va obtenir le 14 mars 2014 est la première place sur le leaderboard, détrônant ainsi Sari, un autre star grinder sud-coréen ayant détenu la première place depuis janvier. D'ailleurs, Sari est un joueur très mystérieux où on sait très peu de choses le concernant, et dont il était probable que ce soit un tricheur, bien que cela n'ait jamais été prouvé par manque de preuves. Mais bref, je m'éloigne du sujet. Après que Cyclic ait décroché la première place, Sari va le détrôner, Cyclic va ensuite le redétrôner, et ainsi de suite. Mais Cyclic va perdre une partie de ses stats, ce qui va faire qu'il ne va plus jamais re-atteindre le top 1, ce qui fait que Sari va conserver le titre de top 1 sur le leaderboard jusqu'en décembre 2014. Les mois passent, la 1.9 sort, la 1.9 qui est considérée comme étant une révolution dans Geometry Dash, et on arrive vers mars 2015 et un créateur du nom de G-Boy sort son nouveau niveau qui dépasse la barrière de l'impossible en sortant un niveau d'une difficulté jamais atteinte auparavant, un des niveaux les plus connus de l'histoire de Geometry Dash, j'ai nommé Cataclysm.
Cataclysm, c'est la représentation de ce qu'est l'enfer. Ce niveau possède des timings très difficiles, des passages et des corridors très étroits, de quoi bien démotiver les joueurs qui veulent s'y essayer. Sauf qu'il reste 4 joueurs qui sont déterminés à terminer ce niveau, et ainsi rentrer dans la légende. Ces joueurs sont Giron, Sandstorm, Riot, et bien évidemment, Cyclic. Les jours passent, les semaines passent, jusque vers avril 2015, où un moment historique de l'histoire de Geometry Dash ait lieu. Cyclic vient de terminer Cataclysm. Il devient le first victor de ce niveau. Mais ce n'est pas tout. G-Boy va se confesser et avouer qu'il avait triché pour vérifier Cataclysm. Ce qui fait que Cyclic a, sans le savoir, vérifié Cataclysm. Ce qui relève encore plus de l'exploit à cette époque. Pour ceux qui ne savent pas, on appelle un joueur le first victor, celui comme étant le premier à terminer un niveau après qu'il ait été publié sur les serveurs. Alors que le vérifieur, c'est celui qui termine le niveau pour pouvoir ainsi le publier. Oui, c'est dans Geometry Dash, on fait cette différence, donc je vais la faire au cours de cette vidéo. Il faudra attendre le 14 mai pour que Giron vienne à son tour à bout de Cataclysm, puis le 20 mai pour que Sandstorm, mais également Riot, termine Cataclysm. Ce qui est une sacrée coïncidence, on ne va pas se mentir. Suite à cela, un affrontement entre Riot et Cyclic va avoir lieu pour savoir qui sera le meilleur joueur de l'histoire de Geometry Dash, ce qui va donner lieu à la plus grande rivalité de l'histoire de Geometry Dash. Quand Riot termine un niveau, Cyclic le termine également et inversement. C'est quasiment impossible de trancher pour savoir qui est le meilleur joueur de l'histoire de Geometry Dash, surtout qu'ils ont déjà terminé la plupart des niveaux les plus difficiles de Geometry Dash. Oh my god! Oh my god! On pourrait se dire que c'est les deux meilleurs joueurs du monde et qu'il sera impossible de les départager. Sauf que Riot, de son côté, possède un coup d'avance. C'est seulement parce qu'il a été confié à Riot la tâche de vérifier un niveau fraîchement terminé qui va encore dépasser la barrière de l'impossible. Ce niveau est considéré comme étant l'extrême démon le plus connu de l'histoire de Geometry Dash, j'ai nommé Bloodbath. Avec ce niveau, on monte encore d'un cran de difficulté par rapport à Cataclysm. Bloodbath possède des straight fly très étroits qui demandent une excellente maîtrise du chip, des timings brutaux qui ne pardonnent absolument pas, et ce niveau dure plus de 2 minutes, ce qui demande une gestion du stress encore plus énorme que pour un niveau plus court. Il faut un mental d'acier et un skill extrêmement développé pour pouvoir terminer ce mastodonte. Et Riot est le candidat parfait pour mener à bien cette tâche. Cyclic, de son côté, décide de prendre un de ses anciens niveaux, qui est déjà assez compliqué, et va de ce plan le rendre encore plus difficile, afin de pouvoir rivaliser avec Bloodbath. On parle d'un autre niveau, et également considéré comme un grand classique de Geometry Dash. Laissez-moi vous présenter Sonic Wave. Ah là là, Sonic Wave, c'est aussi un sacré morceau. C'est un niveau du style Nine Circles, qui est de base un niveau créé par Zobros
en janvier 2015 et qui est aussi considéré comme étant un des niveaux les plus connus de l'histoire de Geometry Dash, mais également un des plus influents. C'est un niveau qui est principalement basé sur de la wave et il utilise cet effet que je vous affiche à l'écran. Cet effet sera repris dans énormément de niveaux et je pèse mes mots quand je dis ça. Et Sonic Wave en fait partie. À la base, Sonic Wave c'était un N-Circus de couleur bleu clair qui en termes de difficulté est équivalent à celui de Poltergeist, qui est un N-Circus de couleur gris, créé par Andromeda. Au final, Sonic Wave sortira le 21 juin 2015, sauf que les joueurs vont vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans le record de Cyclic. Je pense que vous venez de remarquer, mais vers le drop, il y a un enchaînement bizarre entre deux frames. Cela veut tout simplement dire que Cyclic a simplement cut sa vidéo, qu'on pourrait appeler du splicing dans le milieu du speedrun. C'est-à-dire que Cyclic a pris deux runs séparés et les a assemblés pour faire croire que c'est une seule et même run, et ainsi faire croire qu'il a vérifié le niveau, alors que ça n'est pas le cas. C'est bien évidemment interdit, et Cyclic s'est justifié en disant qu'il avait déjà terminé le niveau sans record et qu'il pensait que c'était autorisé de publier une version cutée sur YouTube. Les gens ont laissé passer cela en gardant le bénéfice du tout, mais le niveau sera pareil. Cyclic va décider de redécorer Sonic Wave en demandant à sa communauté par un sondage la couleur qui serait utilisée dans Sonic Wave. Et ce sera ainsi le colorissant turquoise qui l'emportera. Et heureusement parce que on était à deux doigts d'avoir un Sonic Wave de couleur jaune pisse. Mais le changement le plus important c'est pas la déco, c'est le gameplay qui a été buffé mais comme pas possible. Il n'est pas juste un petit peu plus difficile que Bloodbath. Non non non, il est beaucoup plus difficile, avec des passages très étroits, un peu de spam par-ci par-là, et le niveau dure aussi plus ou moins 2 minutes. Bloodbath c'est limite une problème de santé à côté de ça. Sauf qu'en revanche, les yeux sont tous rivés sur Riot, qui galère encore à essayer de terminer Bloodbath. On voit qu'il est vraiment en train de galérer tellement le niveau est difficile. Il a le soutien de sa communauté, de ses amis, mais également de RobTop lui-même, et oui, je n'invente rien, qui lui apporte le soutien dont Riot a besoin. Le temps passe jusqu'au 20 juillet 2015, où il se passe ceci. Cyclic vient de terminer Sonic Wave. Je pense que vous devez se dire, c'est un moment historique, c'est incroyable. Sauf que, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Le public était plutôt réticent par rapport à sa complétion. Certains avaient des doutes sur le fait qu'il ait encore triché, d'autant plus qu'il y en a qui s'en foutaient et qui avaient les yeux rivés sur Riot, qui était encore en train de galérer sur Bloodbath. Il y a eu un débat concernant sa légitimité, sauf qu'ils n'ont pas réussi à trancher et le verdict final est que Sonic Wave a été simplement unrate. Et le niveau ne sera pas top 1. Donc au final, Cyclic update le niveau pour le remplacer par une sorte de pack on track. Oui. Tout ça pour ça. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Quelques jours s'écoulent jusqu'au 12 août 2015 où il se passe ceci. Oh my god! Riot vient de terminer Bloodbath, c'est juste incroyable. Il vient de marquer l'histoire et de prouver que le meilleur joueur de Geometry Dash, c'est bien lui. Tout le monde est heureux qu'un événement pareil ait lieu et Riot met un terme à cette course du meilleur joueur du monde avec Cyclic, ce qui met ainsi un terme à plusieurs mois de rivalité. C'est une énorme page qui se tourne. Pour ce qui est de Cyclic, on va plus trop en entendre parler puisqu'il va quitter GD par la suite en expliquant que ses études lui prennent beaucoup trop de temps. En même temps, quand on voit le système scolaire en Corée du Sud, pas étonnant. Les mois passent, la 2.0 sort entre temps, qui est aussi une version qui apportera énormément d'ajouts, qui est d'ailleurs ma version préférée et avec laquelle j'ai commencé Geometry Dash, même si c'était vers la fin de 2.0, mais bon bref. Cyclic va par la suite faire son retour. On est vers février 2016, et Cyclic décide d'organiser une collab où il va prendre un niveau très ancien et le redécorer pour pouvoir ensuite le vérifier. Ce niveau, il s'agit de The Hell Zone.
À la base, c'était un niveau impossible créé par Son0924 qu'il a créé en 1.4. Et on a un affaire à un sacré morceau. C'est un niveau composé en majorité de timings très brutaux et quelques parties utilisant des blocs et des pics qui étaient disponibles à l'époque d'une manière très peu conventionnelle. Bien évidemment, ce sera Cyclic qui sera chargé de vérifier ce niveau. Et il réussira à le vérifier au bout de 2 jours. Ce qui est plutôt rapide pour un niveau de cette difficulté aujourd'hui. Et à l'époque, c'était encore plus impressionnant. Cyclic montre à sa communauté qu'il est toujours aussi fort qu'avant. Cependant, cette euphorie sera de courte durée, puisque des joueurs vont remarquer des choses étranges dans le record de Cyclic, dont une chose qui leur a mis la puce à l'oreille. Oui, vous ne rêvez pas, il y a bien quelque chose qui ne va pas dans cet extrait. C'est tout simplement la barre de progression qui change d'apparence comme ça d'un coup entre 2 frames. C'est quelque chose qui n'est pas normal du tout. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien c'est simple, cela veut tout simplement dire que Cyclic a cut sa complétion de The Hell Zone. Oui, exactement comme ce qu'il a fait pour sa complétion de la première version de Sonic Wave. Vous doutez bien que toute la communauté a demandé des explications à Cyclic concernant cette affaire, surtout qu'il peut pas nier vu qu'il y a une preuve irréfutable sur le fait qu'il est triché. Et quelques jours plus tard, le 5 mars, Cyclic va publier dans la description d'une vidéo ses explications concernant toute cette histoire. Et il dira ceci. J'ai utilisé un hack pour vérifier la première et la deuxième version de The Hell Zone. Pour la vidéo, j'ai utilisé 4 cuts. Un à la première partie de Core Equer, un à 31%, à 36% et un à la fin du niveau, juste avant que l'icône disparaisse. Ce qui donne l'impression que j'ai vérifié le niveau à la même tentative qu'au début. Il va confirmer le fait qu'il est triché pour vérifier The Hell Zone, mais il dira ceci. Maintenant, j'ai vérifié la troisième version de manière legit. Mais je n'ai pas de vidéo car j'ai filé mon laptop à ma sœur et je peux utiliser uniquement l'ordinateur qu'utilisent tous les membres de ma famille. Et je ne peux pas record à cause du lag. Vous n'avez pas à me croire parce que je ne le mérite pas. Bon là on va pas se mentir, c'est très difficile de croire qu'il ait vraiment vérifié le niveau. Et Cyclic le sait très bien. Il se justifiera sur le pourquoi il a triché en disant ceci. J'avais seulement 3 jours pour vérifier le niveau avant que ma sœur prenne mon laptop. Donc j'ai essayé de le vérifier en 3 jours. Mais je ne le pouvais pas, donc j'ai utilisé un hack pour vérifier le niveau. Bien que cela puisse être une explication de pourquoi elle a triché, ça n'est en aucun cas une excuse. Comprendre ne veut pas dire cautionner, je le rappelle. En plus de ces révélations, Cyclic va faire des révélations concernant un autre niveau. Et concernant Sonic Wave, oui, j'ai aussi triché. J'avais tellement peur de ce qui allait arriver si je l'avouais, donc j'ai continué à nier. La première et la deuxième version étaient hackées, mais le stream était réel. La première version avec des cuts, et la deuxième en utilisant un speed hack. Au final, Cyclic va avouer avoir triché pour vérifier The Hell Zone, mais également Sonic Wave, sa propre création. Les doutes concernant sa vérification étaient en réalité plutôt fondé. En revanche, il ne dit pas avoir triché pour terminer certains niveaux, comme Cataclysm par exemple. Au final, on se dit qu'il avait un très bon niveau, mais pas aussi excellent que celui qu'il prétendait avoir. Mais ça n'est pas tout, puisque Riot va révéler une conversation qu'il a eue avec Cyclic sur Skype, où il avoue simplement avoir triché pour terminer absolument tous ses niveaux. Mais vraiment tous ces niveaux. Et il demande même à Riot de faire une grosse vidéo expose sur lui, et il va dire qu'il va tout simplement supprimer sa chaîne et son compte Skype aussi. Cela voudrait tout simplement dire que Riot a fait tout simplement la course avec un tricheur. Oui, quand tu apprends ça, tu remets pas mal de choses en question. Cela fut un choc pour Riot, puisqu'au-delà d'être un rival, Cyclic était aussi un ami, et il vient de lui briser sa confiance. Et Riot ne croit pas en ses révélations. Et pas que lui, beaucoup d'autres personnes émettent des doutes par rapport à cela. Perso, j'ai du mal à me dire qu'il a triché pour terminer tous ses achievements, surtout que à part The Hell Zone et Sonic Wave, je n'ai rien vu de très suspect. Bon après, c'est peut-être moi qui a pas trop bien fouillé. D'ailleurs, vous pouvez me donner votre avis concernant cette affaire dans les commentaires, ou dire tout simplement s'il y a des choses qui étaient suspectes sur lesquelles je serais tout simplement passé à côté. Beaucoup de personnes pensent qu'il avait tellement honte de s'être fait prendre en flagrant délit de triche qu'il a tout simplement voulu trouver un prétexte pour simplement quitter une bonne fois pour toutes Geometry Dash en faisant de faux aveux. Suite à cela, Cyclic va par la suite supprimer sa chaîne YouTube et tous ses achievements lui seront retirés par précaution. Au final, si on lui retire tous ses achievements, qu'est-ce que cela donne? Cela voudrait dire que Giron ait vérifié Cataclysm, que Riot aurait été le meilleur joueur du monde après avoir terminé Ice Carbon Diablo X, Abyssal Phantasm, un niveau que Cyclic a soi-disant vérifié, a été réellement vérifié par un joueur appelé Goodsmile. The Hell Zone a par la suite été réellement vérifié en août par Stormfly, qui a par la suite vérifié et organisé les redécorations des autres niveaux de la série The Hell, dont fait partie The Hell Zone. Et enfin, Sonic Wave sera vérifié en novembre 2016 par la légende Sonix, qui était à ce moment-là le meilleur joueur du monde.
et Sonic Wave va rester top 2 pendant pas mal de temps. Concernant Cyclic, qu'est-il advenu de lui? Eh bien, Cyclic a fait son retour en juillet 2016, après 4 mois d'inactivité, en ouvrant une nouvelle chaîne YouTube et va se mettre à terminer des niveaux sur Geometry Dash, comme ce qu'il faisait auparavant. Sauf que les niveaux qu'il va terminer sont beaucoup moins difficiles que ceux qu'il avait terminés avant. Bien qu'il ait terminé quand même quelques Insane Démons, comme par exemple Colorful Overnight ou encore Valhalla, il va aussi tenter Bloodbath, mais il va réussir à obtenir un 75% et ne va jamais le terminer. Cyclic va par la suite être de moins en moins actif sur Geometry Dash, bien qu'il reste encore un peu présent. C'est quelqu'un encore très apprécié par la communauté par rapport à ses créations et ce qu'il a apporté, malgré ses controverses. Je vous ai dit qu'il y avait des communautés anglophones, hispanophones ou encore russophones. Mais qu'en est-il de la communauté francophone? Bien qu'il y ait des gros youtubeurs qui ont fait des vidéos sur Geometry Dash, comme Squeezie ou encore Polo qui en a d'ailleurs fait pas mal sur Geometry Dash, il a d'ailleurs fait un retour sur ce jeu récemment, où il fait encore quelques vidéos. Alors si c'est une musique copyright, il faut que je l'enlève, et je vais remplacer la musique par une autre musique, c'est comme ça, c'est la vie. 7%, really. Alors que Squeezie, il a fait qu'une seule vidéo, et c'était vers la 1.8. En revanche, ces derniers temps, Geometry Dash a connu une énorme mise en lumière en France, avec notamment la vidéo d'Ego sur Silent Club Step, qui a d'ailleurs fait plus d'1 million de vues, où beaucoup de gros streamers ont tout simplement réagi en live. Bon, je vous explique. On est au milieu de l'année 2014 et Silent, un joueur finlandais de Geometry Dash, décide de créer un niveau qui ne serait pas seulement dur à terminer, voire même très dur. Il décide de créer ce qu'on appelle un niveau impossible, un niveau théoriquement faisable, mais qui paraît à tel point odieusement dur qu'il est considéré comme impossible. Concernant des youtubeurs français qui feraient du contenu exclusivement sur Geometry Dash, il y en a pas énormément. Ou alors il y en a, mais ils sont extrêmement peu connus. Le plus connu étant Spag, qui est simplement top 3 sur le leaderboard actuellement, qui possède une chaîne de 14 000 abonnés plus ou moins. Du coup voilà, 20 items, en vrai ça passe, je pense. Hop là, petit like et on passe à l'avant-dernier niveau et il s'agit de Pabrik, je pense le pire niveau du Gauntlet, et on peut voir qu'il était update en 2.2 vu qu'il y a des SFX visiblement. Bon, je sais pas si ça va ajouter quelque... Attendez, on va faire un truc avant. On va enlever les shakes, parce que oui, j'ai pas envie de souffrir non plus. Il y a aussi d'autres chaînes comme Lucnev. Oh oh oh, mesdames et messieurs, je suis un chevalier. Je suis un chevalier, vous ne passerez pas à ce château. C'est un katana. Ouais, j'ai pas trop de budget, mais j'en ai quand même. C'était, je crois, la pire intro. Bon, le Castle Gauntlet. Fiepsi. Concernant les accomplissements désormais. Bref, inutile de tourner autour du pot, il y a eu une grande évolution sur la manière de voir les niveaux sur Geometry Dash. On a compris que la vraie difficulté se trouve dans le mode édition, avec des joueurs qui devenaient de plus en plus forts à chaque fois. Juste pour vous dire que Demon Park de M2 Call, ça a été non seulement le premier niveau démon du jeu, mais en plus le niveau le plus dur à l'époque où il est sorti. Et désormais c'est un des démons les plus faciles à ce jour, c'est dingue. Ou encore Big Fab qui possède plus ou moins 3000-4000 abonnés. Finalement, bien que chacun n'évolue que lentement et difficilement dans sa mission, le niveau semble inexorablement prendre forme, et ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'on aboutisse à sa finalité. Ne restait en avril 2021 que la partie de X-Step rejointe tardivement par KWMS, celle de Para et THO4, qui serait finalement aboutie 3 mois plus tard au travers de nombreux désagréments, galères et autres péripéties. C'est finalement en juillet 2021 que l'on peut sonner enfin la cloche de la fin de la titanesque décoration de Limbo. Malheureusement, j'en connais pas plus que ça des youtubeurs Geometry Dash. Donc si vous avez des noms, vous pouvez simplement me les dire en commentaire. Si vous êtes un youtubeur Geometry Dash, vous pouvez vous manifester dans les commentaires aussi. Ça permettra de découvrir potentiellement des sacrées pépites. En revanche, en France, on a pas mal de créateurs assez talentueux sur Geometry Dash, ou qui ont fait beaucoup de niveaux. On pense bien évidemment à la légende Serponge, qui est connu pour avoir fait des niveaux absolument incroyables en 2.0, en 2.1 et aussi en 2.2. Vous avez aussi d'autres créateurs comme Darwin, Vraimer,
Mille pattes. Yakimaru. Hyper Flame. Félix Ram. Jepsoni. Ou encore Tigor. Il y en a encore d'autres, des créateurs. Il y a aussi des streamers multigaming qui ont fait quelques streams sur Geometry Dash. Je pense notamment à Julgan et Romain Jacques, qui sont ceux qui me viennent en tête. On pourrait penser que le plus dur est derrière moi et que je suis au moins à la moitié du défi, pas vrai? Très loin de là. La suite va être bien plus difficile et on allait carburer plutôt à un niveau toutes les saisons de 4 heures, dans ces eaux-là. À commencer par Hexagon Force, qui bien qu'il ne soit toujours pas un niveau de difficulté démon, est vraiment pas simple. Et vous êtes sûr qu'il est facile ce niveau? Ah putain, mais après tu restes collé. What? Ah, ok. Mais pourquoi je vole après? J'arrive plus à descendre. Ensuite, par rapport aux joueurs sur Geometry Dash, il y en a aussi pas mal. Déjà, n'est-ce pas, que j'ai cité précédemment. On a aussi Equinox. Pourtant, on me dit dans mon oreillette que vous avez des skins, comme on appelle ça, pour vos modèles 3D de personnes obèses et de Pokémon. Attention, je ne tiens pas à être banni pour grossophobie, bien entendu, mais quand je dis obèse, je dis 1m50, 833 kg, des trucs pas possibles. Voilà. Et que répondez-vous à ça? Et également au fait qu'il y a quand même des lock-pains avec des gros nichons. Gabs. Thank God. Oh my God, okay. I was starting to get really annoyed towards the end there. J-Donut. Yes. Poudou. Yes! What? Je les bite. Yes! Putain, yes! 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 Oh putain! Let's go, mec! Let's go! Ou encore Litox. Je pète la torrente! 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 Yes! Je pète la torrente! Je la pète! Bon, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout Artificial. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent défendre Artificial Ascent ou pas? La déco est ouf! Bro! La déco Ok, la déco est ouf. Voilà! Trouve la beauté. Trouve la beauté challenge. Essaye de trouver la musique. Vous m'avez convaincu. Tu prends quoi comme part? Oui, je sais la part que vous voulez que je prenne. Genre cette part là, je suppose. Waouh! Trop de bons souvenirs. Il y a encore d'autres joueurs français que j'ai pas pu citer encore. La communauté francophone possède quand même un sacré palmarès, on va pas se mentir. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Eh oui, puisque le prochain tricheur va voir, bien c'est un tricheur français. Eh oui, un tricheur bien de chez nous. Et il a été l'objet d'un sacré scandale qui a été pendant assez longtemps le plus gros de l'histoire de Geometry Dash. Accueillons sous un tonnerre d'applaudissements, ou pas, ça dépend. Accueillons Noctafly. Noctafly était un joueur français
bien vu, tu suis bien ce que je dis, qui a commencé sa carrière en 2.0. Sa spécialité sur Geometry Dash est le Star Grind, dont j'ai expliqué plus tôt ce que c'est. Mais Noctafly n'était pas un petit Star Grinder. Il va très vite atteindre le top 100, le top 50, etc. Amasser des dizaines, des centaines et des milliers de stars, ce qui est vraiment énorme à cette époque. Il était plus ou moins au même niveau que Shaggy23 ou encore la légende Michigan, qui domine à ce moment-là le top 1 du classement. Noctafly à ce moment-là, vers fin 2016, début 2017, n'essayait pas trop de terminer des extrêmes démons, puisque pour Star Grind, ça n'est pas très optimal, vu que pour terminer un extrême démon, tu récoltes exactement le même nombre de stars que pour terminer un Is démon, qui prend beaucoup moins de temps à terminer. Cependant, Noctafly, vers fin 2016, début 2017, va changer d'avis et va se mettre à terminer des extrêmes démons. Et... comment dire ? C'est une putain de boucherie. Noctafly se met à terminer pratiquement tous les niveaux les plus difficiles de Geometry Dash à ce moment-là, comme Artificial Ascent, Devil Vortex, Sonic Wave ou encore Yatagarasu, qui était le top 1 à cette époque. On a affaire à un des joueurs les plus talentueux de l'histoire de Geometry Dash, qui serait plus ou moins au même niveau qu'un joueur comme Sonix ou encore Surf. Sonix qui est le meilleur joueur de GD à ce moment-là, qui est quand même pas rien. Vers été 2015, Noctafly va détrôner Shaggy23 et prendre la place de top 1 sur le leaderboard. Il a dépassé les 60 000 stars, ce qui est énorme, même encore aujourd'hui. Mais pour cette époque, on n'en parle même pas. Juste après avoir accompli ce prestigieux achievement, Nocta va s'apprêter à vérifier un niveau qu'il a créé avec Darwin. Ce dernier s'est chargé de la déco et Noctafly du gameplay. On parle d'un niveau qui serait situé approximativement vers le top 10, top 15 de l'époque. Laissez-moi vous présenter Zafkiel. Là encore, on a affaire à un sacré extrême démon. C'est un niveau qui est essentiellement basé sur du chip, avec des parties de haut d'un niveau sacrément avancé sur ce game mode, mais également sur de la wave, qui possède des caps très étroits. Et vous vous doutez bien ce qui va se passer. Noctafly va finir par vérifier plutôt rapidement Zafkiel. Même si ce n'est pas non plus un top 1 qu'il a vérifié, ça reste très impressionnant de vérifier un niveau aussi difficile et aussi rapidement. D'autres joueurs comme Sonix ou encore Diamond Splash vont par la suite terminer le niveau à leur tour. Noctafly était à ce moment-là au sommet de sa gloire et de sa carrière de joueur, s'est entraîné dans une chute très vertigineuse. Le 9 octobre 2017, Tosh Deluxe, qui est un youtubeur qui a à cette époque-là plus ou moins 100 000 abonnés, ce qui est énorme à cette époque, sort une vidéo où il va tout simplement accuser Noctafly de triche. Plus particulièrement d'avoir utilisé une macro pour pouvoir passer certaines parties en wave dans le niveau Death Corridor, qui est un niveau impossible créé en 1.9 par Chaotic Jumper, qui a été par la suite nerfé pour le rendre possible, et Noctafly jouait à ce moment-là sur une version redécorée par Airswipe. Pour ceux qui ne savent pas, un macro c'est un cheat qui s'enclenche lorsque tu appuies sur une touche, et qui te permet de jouer un certain pattern de clic déjà enregistré au préalable. Pour rappeler ce propos, Tosh décide d'aligner deux extraits d'une même partie en wave, de deux tentatives différentes, sur son logiciel montage, Tony Vegas en l'occurrence. Et Tosh dit que normalement on devrait se rendre compte que les mouvements de la wave sont exactement les mêmes alors que c'est deux tentatives sont très différentes. Sauf qu'avec du recul, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. On s'aperçoit que les mouvements en wave sont différents. Bon après, est-ce que ça veut dire que Noctafly a vraiment triché pour terminer Death Corridor? Personnellement,
Je n'en sais rien. Et on le saura sûrement jamais. 2 jours plus tard, Tosh sort une nouvelle vidéo en réponse à Octafly qui a lui-même fait une vidéo réponse que je n'ai malheureusement pas pu retrouver puisqu'elle a été supprimée. En gros, Octafly il accuse Tosh d'avoir fait exactement pareil dans sa complétion de sa Copenhagen. Tosh, bon, il répond à sa vidéo en disant qu'il n'a pas fait ce que Nocta dénonce et il insiste sur ses accusations concernant Octafly. Tosh venait ainsi de mettre le feu aux poudres à ce qui est à ce moment-là le plus gros scandale de l'histoire de Geometry Dash. Et l'affaire va prendre une plus grande ampleur lorsque Riot va lui-même sortir en novembre 2017 une vidéo où il compile toutes les accusations envers Noctafly, avec des preuves à l'appui. Il a été aidé par pas mal de personnes comme Mithius, Synactive, Nobelboy, Dorami, Blue ou encore Sunix. Je ne vais pas vous énumérer toutes les preuves et tous les chefs d'accusation sur Noctafly parce que sinon ça va être trop long, mais on va se concentrer sur 3 accusations que je considère comme étant les plus importantes. La première preuve concerne Zafkill. On voit quelque chose de bizarre à la fin du niveau. Bon, à première vue, on pourrait se dire que c'est assez évident. Vu le gros écran noir qui interrompt la vidéo, on se dit que Noctafly a seulement cut sa complétion de Zafkill. Mais Riot ne s'est pas juste arrêté là, il est allé chercher un peu plus loin. When you start a level, from what I've experienced from my testing, when you start a level, the background always starts in the same place. So say you started off playing Zafkill, went to 70% or whatever, then you started from the beginning. From what I can tell, the background resets to how it was before. So then theoretically when you're in one full playthrough it shouldn't change at all. Well, the problem is he probably put a start position somewhere in the middle of the level which messes up where the background is, so when he cuts it the crater, volcano, whatever you want to call it once again, is facing a different way. So that's how this is possible. So there was obviously a definitive cut, he already confessed to this. On constate que les cratères situés dans le background du niveau ont changé de sens dans lequel ils étaient orientés, ce qui est tout simplement impossible en jeu. Et cela confirme qu'il a simplement cut sa vérification de Zafkill. La deuxième preuve concerne sa complétion de sa Copenhagen. So at the end of Copenhagen there's a duel where there's a UFO and a wave. And you can see when he's clicking in the wave, the UFO isn't making any movements. Now, this was a huge controversy when this news first got out, but he has written it off as a bug. He actually said to me that it happened again. He might have recording on that, I'm not totally sure. He said that this bug happened to him once and one more time since this. Now, here's the problem with what he's saying. I would like to believe him. The problem with Noctafly is he has a history of hacking in the past. And the bad thing about this is he is the only one, supposedly, to experience this bug 2 times out of every single player in Geometry Dash. No one else has experienced this. Vers la fin du duel, on s'aperçoit que quelque chose tourne par rond. Vous pouvez constater que la wave réagit lors d'un input, mais que l'UFO d'en haut ne réagit absolument pas, alors qu'il est censé sauter. C'est possible uniquement qu'en mode 2 joueurs, mais dans sa Copenhagen, ça n'est pas le cas, ce qui est quelque chose d'extrêmement suspect. Noctafly se défendra auprès de Riot en disant qu'il s'agissait que d'un bug, qui lui est déjà arrivé dans le passé. Le problème c'est que personne n'a été confronté à ce soi-disant bug auparavant, ce qui ne va tout simplement pas en faveur de Noctafly. En plus, ce sera un énorme bug tellement chiant que Rotop serait obligé de le corriger. Cependant, ça ne prouve pas de manière irréfutable qu'il ait triché pour terminer sa Copenhagen, bien que ce soit quelque chose d'extrêmement suspect. La troisième et dernière preuve que je vous présentais concerne sa complétion d'Artificial Ascent. Riot a tout simplement trouvé quelque chose qui l'a fait tiquer. So this one is a little hard to grasp and follow, but basically what I want to explain is this. Look at these 2 screenshots. Both of these players completed Artificial Ascent on their first attempts. Now, I've gone through and looked through all of the other people who beat Artificial Ascent. Nobody has beaten it on their first attempt playthrough except for these 2. When you look at them, there's a noticeable jump difference between the 2. Now, you can write this off as, oh, he just did extra jumps. That's in fact what Noctafly did. He said Blast did some extra jumps. The problem with this is we've gone through, tested every single game mode. There's only a few that actually count as jumps when you click, which I believe are Ball, UFO, and Cube. And the thing is, one of the 2 only took 1 to 2 extra jumps, and the rest are just unknown, so we don't really know what's going on here, but there's something definitely suspicious happening. Pour faire simple, quand tu termines un niveau, on peut voir le nombre de tentatives utilisées, le temps passé durant la session pour terminer le niveau, et surtout le nombre de sauts. Et c'est ça qui va nous intéresser. Noctafly a terminé Artificial Ascent dans une session en 1 tentative. Et en comparant le nombre de sauts qu'a fait Noctafly avec une autre complétion terminée dans une session en 1 tentative,
en l'occurrence celle de Blast CFB, on s'aperçoit qu'il y a une assez grosse différence de saut entre les deux. Noctafly va se défendre en disant que Blast a tout simplement fait des sauts en plus qui n'étaient pas nécessaires, sauf que des joueurs ont simplement essayé de voir quel est le nombre de sauts minimum pour simplement terminer Artificial Ascent, et ils en ont conclu que Blast a simplement fait que 2 sauts en plus par rapport à Noctafly, et qu'ils ont aucune idée d'où viennent les autres sauts qu'a fait Noctafly. Tout comme pour Sakupen-L, ça n'est pas une preuve irréfutable qu'il ait triché, mais ça reste quelque chose d'extrêmement suspect. Suite à cela, Noctafly va faire une vidéo réponse à Riot, va se défendre des accusations qu'il a au cul, sauf que Riot va tout simplement ressortir une vidéo pour débunker ses arguments. Et le 22 novembre 2017, une courte vidéo sort sur la chaîne Noctafly, où il va tout simplement avouer qu'il avait triché pour terminer la plupart de ses gros achievements. Il avoue les avoir terminés en semi-auto. En gros, il a fait en sorte que les parties les plus difficiles soient automatiques, mais pas l'entièreté du niveau. Et en général, le semi-automatique, c'est quelque chose qui peut très vite se cramer, et en général, on le fait sur des parties en ball ou en wave. Et bien évidemment, c'est considéré comme de la triche. Les niveaux qu'il a terminés en trichant sont les suivants: Down Base, Bosha Vortex, Devil Vortex, Zafkill, Abyssal Phantasm, Sakupen-L ou encore Sonic Wave. D'ailleurs, pour Sakupen-L, il dira que le duel n'était pas du tout automatique. Et il a aussi cut sa complétion de Yategarasu, où il dira qu'il a simplement fait un cut entre la partie de Michigan et la partie de l'UNEF. Vous avez remarqué qu'il n'a pas avoué avoir triché pour terminer tous ses plus gros achievements, comme Artificial Ascent, qu'il considère comme étant toujours legit. D'ailleurs, il y a même encore des joueurs qui considèrent que certains de ces achievements soient encore legit. Bon après, est-ce qu'il ne veut pas tout avouer, ou alors est-ce qu'il a vraiment triché que sur certains niveaux? Ça, on ne le saura sûrement jamais. Noctafly sera par la suite banni de la Demon List et de Geometry Dash. Il est juste banni du leaderboard, il peut encore quand même jouer à Geometry Dash. Et ce sera X Miguel 007 qui va le remplacer à la place de top 1. Noctafly va continuer un peu à Stargrind de son côté, à faire des vidéos au sous, jusqu'en 2020-2021 où sa chaîne a été supprimée, sans qu'on sache trop la raison. On va passer par la suite sur un scandale de triche un peu plus léger que le précédent. D'autant plus que le dernier scandale que je vais aborder, il est vraiment énorme. Petite technique pour watch time, t'as capté? Non, c'est juste que je les aborde par ordre chronologique. Mais bon, bref. Le prochain tricheur que je vais aborder, il est vraiment inconnu du grand public. Oui bon, je vais arrêter de mentir, on va parler de Tosh Deluxe. Comme ça c'est fait. Tosh Deluxe est un youtubeur originaire des Pays-Bas, faisant des vidéos sur Geometry Dash depuis 2015. Malgré le fait que ça soit un youtubeur à succès comptabilisant plus de 300 000 abonnés, il est globalement très peu apprécié par la communauté GD, notamment par rapport à ses vidéos que beaucoup jugent comme étant assez moyennes, mais également parce qu'elle a eu plusieurs controverses le concernant. Je ne vais pas en parler puisque ça n'est absolument pas le sujet de la vidéo. Tosh était aussi un bon joueur, vers fin 2016 où il réussira à terminer Bloodbath, qui était encore considéré comme le niveau le plus difficile du jeu. Quelques mois passent, la 2.1 sort, et Rostam, un créateur plutôt connu, va sûrement demander à Tosh s'il veut bien vérifier un niveau qui vient de terminer de créer. Un niveau extrêmement difficile, qui serait situé à la place de top 4 sur la Demon List. Voici Devil Vortex. Devil Vortex, si je devais résumer ce niveau en une phrase, ce serait court mais très intense. Attends, c'est bien ça le script? Ouais, c'est bien ça. Le niveau dure 55 secondes. Bon, en réalité, 1 minute, il y a 5 secondes à la fin où il n'y a pas le gameplay, où il y a l'art de fin. C'est un niveau qui précède beaucoup de spam, notamment dans la ball vers le drop, mais également vers la wave à 55%. Et il y a surtout d'autres passages en wave qui sont très étroits, où il n'y a aucune marge d'erreur possible. Tosh va publier les meilleurs runs qu'il a fait sur le niveau et les meilleurs pourcentages, jusqu'à ce qu'il vérifie le niveau. Le 3 février, il va poster une première vidéo progrès concernant Devil Vortex, où il montre qu'il a réussi à faire une run de 24 à 60%. Ce qui est vraiment pas mal, mais on a l'impression qu'il galère pas mal, puisque la prochaine vidéo progrès va sortir le 26 février, soit 3 semaines après la première vidéo. Il va dans cette vidéo atteindre 43%. Un mois passe, oui, Tosh il galère vraiment sur ce niveau, ou de prendre son temps, on ne sait pas trop. Il va poster sa troisième vidéo progrès le 27 mars, où il fait une run de 15 à 64%.
ce qui est à peine mieux que la run qu'il a faite dans sa première vidéo Progrès. Suite à cette vidéo, silence radio de la part de Tosh, où il publiera pas d'autres vidéos de Progrès sur Devil Vortex jusqu'au 21 avril 2017 où il se passe ceci. C'était inespéré et assez inattendu. Tosh vient d'enfin vérifier Devil Vortex. Après 3 mois, il a su qu'il était capable de le vérifier malgré le temps que ça lui a pris. Et Devil Vortex sera ainsi placé à la 4ème place de la Demon List, entre Artificial Ascent et Erebus. Plus d'un an s'écoule, Tosh fait son bonhomme de chemin et Nepesta, qui est à l'heure actuelle un créateur de contenu très connu sur Geometry Dash, mais qui à l'époque était modérateur de la Demon List, mais également inconnu, décide de sortir une vidéo où il expose Tosh Deluxe concernant sa complétion de Devil Vortex. Dans cette vidéo, il accuse Tosh d'avoir vérifié une version semi-auto de Devil Vortex. Et pour appuyer ses propos, il nous montre une sacrée trouvaille qu'il a fait en fouillant un peu dans l'éditeur du niveau. Et ce qu'on peut trouver est assez surprenant. On voit des scies entassées tout en haut du niveau vers 78%. À première vue, on pourrait se dire que c'est rien de grave, sauf que ces scies possèdent un intérêt qu'on pourrait pas soupçonner. Ces scies permettraient de camoufler le fait que Tosh aurait vérifié le niveau en semi-auto. Je m'explique. Quand tu veux vérifier un niveau en semi-auto, en général, tu prends des parties en wave ou en ball, qui sont les parties où c'est le moins cramé. Tu dois placer des pads et des portails de gravité que tu mets en invisible, à l'aide d'un alpha trigger, afin que personne puisse se remarquer. Et tu actives le low detail mode dans les options de Geometry Dash, qui permet de supprimer les particules dès que tu rentres en collision avec un pad, une orbe ou un portail, afin que personne puisse te cramer. Mais le problème, c'est que quand tu rajoutes des pads, des portails, etc., ça rajoute des objets au compteur d'objets. Et c'est quelque chose qui peut te trahir lorsque tu fais en sorte qu'un niveau soit semi-auto. Et pour pallier ce problème, tu rajoutes des blocs ou n'importe quel objet pour tout simplement contrebalancer la version semi-auto avec la version qui n'est pas semi-auto. Et Nepesta accuse Tosh d'avoir fait ça, pour tout simplement masquer le fait qu'il aurait utilisé une version semi-auto pour vérifier Devil Vortex. Pour ensuite vérifier la version normale avec un hack pour ensuite le publier sur les serveurs, en prenant soin d'y ajouter évidemment les scies. Il y a également deux éléments qui rendent suspect Tosh. La première, c'est tout simplement qu'il n'a pas montré le moment où il publier le niveau sur les serveurs, il montre juste le mot de passe qu'il faut utiliser pour simplement copier le niveau, mais il ne montre pas le moment où il publie le niveau, ce qui est quelque chose d'extrêmement suspect, ce qui appuierait le fait qu'il aurait tout simplement revérifié Devil Vortex avec un hack et qu'il avait vérifié une version semi-auto. La deuxième chose, c'est aussi par rapport au fait que ce n'est absolument pas Rustam qui a passé les scies tout en haut, ce qui a été confirmé car quelqu'un lui a demandé directement en MP sur Discord. Cependant, à ce stade-là, avec les preuves qu'on a, on ne peut pas affirmer de manière irréfutable que Tosh ait triché pour vérifier Devil Vortex. Par la suite, Tosh va sortir une vidéo où il répond aux accusations de Nepesta, où il va dire globalement que ce qu'il fait c'est des assumptions abusives, des suppositions et qu'il n'y a rien de concret dans ces accusations. Au sujet-ci, il dirait qu'elle servait tout simplement nerfer ou buffer le niveau, pour qu'il puisse en copier-coller une si besoin. Et Rustam lui a tout simplement donné carte blanche pour buffer ou nerfer le niveau à sa guise. Dans sa réponse, il y a un truc qui coince, et c'est au sujet des scies, puisque quand tu veux buffer ou nerfer un niveau, tu prends chaque type de scie et tu en copies-colles une si jamais tu veux faire des changements. Et dans Devil Vortex, il n'y a que 3 types de scies différentes. Cela pourrait expliquer l'intérêt présumé des scies, mais sauf que ça n'explique pas pourquoi il y a 27 putains de scies entassées dans un même endroit, qui en plus de ça doit être une galère à sélectionner. Seulement 3 scies auraient largement suffi. Par la suite, le 18 septembre, une vidéo sort sur la chaîne de Diamond Splash, une vidéo réalisée en collaboration avec Nepesta, Technical, Golden, Gabs et encore d'autres joueurs et membres de la Demon List à cette époque. Il s'agit d'une vidéo expose sur Tosh Deluxe, principalement centrée sur Devil Vortex, mais pas seulement. Je vais me concentrer que sur 3 accusations qui concernent Devil Vortex. Alors, je fais cette voix pour simplement vous dire que je vais pas parler de 3 accusations, mais je vais en parler de 2. Tout simplement parce qu'il y en a une des 3 que je trouve pas extrêmement pertinente et que j'ai très mal abordée durant l'enregistrement. Surtout dans la réponse de Tosh Deluxe. Parce que, spoiler alert, il a répondu à ces accusations. Sur ce, on peut reprendre la vidéo. Et je vous encourage à aller voir la vidéo si vous voulez vous faire votre propre avis. D'ailleurs, c'est ce que je conseille de faire avec absolument toutes les vidéos sur lesquelles je vous redirige. La première concerne les scies. Et Nepesta a refait les comptes en prenant en compte les clics qui pouvaient être automatiques, dans les parties les plus difficiles bien évidemment, sans que cela soit trop cramé.
If you count all the autoable timings in the 30% ball, besides the last spam, you get 11 objects needed. The reason he didn't want to auto the last spam is so he could show himself getting far before he beat the level. This is proven by the fact that he didn't start the video on the attempt he beat it, or even the attempt before it, but several attempts back, when he was at the last spam at that ball. It wasn't autoed as people would see the same movements and realize it was semi-autoed. I'm also not including yellow orbs, as there is no way to auto those successfully. There are no pads that provide the same height as yellow orbs. So that leaves us with 11 autoable clicks in that ball. If you add that together with the spam at 54, which is 16, the following wave, which is 15, and the last wave without the last spam, which is 12, you get exactly 54. This is all the hardest parts in the level. Everything lines up. Et il arrive à un résultat de 54 pads qui pouvaient être placés pour simplement semi-auto d'Evil Vortex, ce qui correspond exactement au nombre d'objets qu'il a fallu pour placer les scies tout en haut du niveau. Et la troisième accusation porte sur l'utilisation supposée d'une macro dans l'ancienne version de Devil Vortex, qui est une version bien plus facile que la version actuelle. In Tasha's old Devil Vortex video, you can see that Tosh used a macro to do the spam at 54. This is supported by the evidence that the height of the waves are at the same pixel on every click. Not only that, but you can see that he reactivates the macro at the end of the level. As you can see, these wave movements at the end and these wave movements at 54 are the exact same, leading us to the conclusion that he used the macro. Lors du spam à 54%, on aperçoit que les clics sont très bien alignés, voire trop bien alignés. Lorsqu'on dessine deux lignes parallèles entre la wave, on peut s'apercevoir que les mouvements de la wave sont exactement les mêmes, au pixel près, ce qui est impossible à réaliser à moins d'utiliser une macro. En plus de ça, il aurait apparemment réactivé sa macro après avoir terminé le niveau. Vers la fin, on aperçoit l'art de fin. Cela décrédibilise d'autant plus Tosh, puisque cela voudrait dire qu'il serait tout simplement pas assez fort pour terminer l'ancienne version de Devil Vortex, alors que normalement il devrait avoir vérifié la version actuelle de Devil Vortex. Non, là il y a très clairement quelque chose qui ne va pas. Un mois va s'écouler et Tosh décide de sortir une vidéo réponse, qui sera d'ailleurs la dernière qu'il va poster par rapport à cette affaire. Je vais évoquer uniquement les réponses aux accusations que j'ai citées auparavant, et je vais essayer aussi de tout simplement pouvoir y répondre. Je vous conseille également de regarder sa vidéo en entier si vous voulez vous faire votre propre avis. Basically what you did here and what you also did in your previous video is talk about what the objects stand for from your perspective. The difference is that this time you actually showed what you meant with 54 objects. It still doesn't justify your main point, because you're saying it's semi-auto, but 54 object doesn't add up at all. What you pretty much did in the screenshots was that you kept adding jump pads to your own calculation until it came up to 54 objects. How could you precisely know where I could have placed any of the objects if that was the case? Thanks to someone on Twitter, I managed to test this out myself as well, and I noticed that you need around 74 and 75 jump pads to make the semi-auto, if you ignore the first wave of course, because that's what you said. If you count every section in any possible calculation, it never comes down to 54 objects like you said, but in your screenshots you keep adding jump pads to each section of the level until you come up to 54, which is manipulating like. And also, if you wanted to semi-auto a level, you would still need an alpha trigger to make them invisible or add additional alpha triggers, and that counts as objects too. You obviously didn't mention that in your video since you didn't think of it, but which makes your 54 count of objects invalid as well. Au sujet de la première accusation, Tosh dira que Nepesta a simplement fait en sorte que son calcul atteigne exactement 54 pads. Et Tosh dit qu'il a simplement refait le calcul avec l'aide de quelqu'un sur Twitter et qu'il tombe aux alentours de 70 pads. Et qu'il est impossible qu'il ait besoin de 54 pads pour tout simplement terminer Devil Vortex en semi-auto. Il ajoute également le fait que Nepesta ne prend pas en compte le fait qu'il ait besoin d'un alpha trigger pour simplement rendre invisibles les objets, ce qui rajouterait un objet en plus dans le compteur. Bon, on va pas se mentir, on est un peu sur du niveau source, mais crois-moi. Après, c'est qu'il ne montre ni le détail du calcul, ni où il faut placer les pads, ni l'identité de la personne qui l'a aidé. Si ça se trouve, cette personne-là n'existe pas. Bon, après, je peux comprendre qu'il ne dévoile pas le pseudo de la personne qui l'a aidé, bon, s'il existe réellement, pour éviter qu'il se fasse emmerder. Mais font au moins montrer au minimum le détail du calcul. Et la position des pads, c'est vraiment le minimum. Par rapport au fait que Nepesta ne prend pas en compte l'alpha trigger, c'est qu'il le prend déjà en compte de base, puisqu'il y en a déjà un dans le niveau, pour simplement rendre les portails dans la toute première partie en wave invisibles. Et Tosh aurait pu très bien détourner l'intérêt principal de cette alpha trigger en l'utilisant pour rendre les pads et les portails invisibles qui sont nécessaires à semi-auto le niveau. Voilà pourquoi Nepesta ne jugeait pas nécessaire le fait de ne pas parler des triggers. Pour terminer, on va s'intéresser à cette histoire de macro. I usually do spam parts with my left hand using spacebar in order to spam incredibly fast. This is supported by the fact that I've been doing spamming and jitter clicking on my videos for years now, and the majority of my subscribers know this. Even if you've been following me back in the old days, I've been obviously doing unnecessary jitter clicking in levels for a long time now. The spam part you seem to call a macro,
couldn't even be a macro would never be as consistent as you say it is. So your calculation is incorrect in the first place, because you don't even seem to know how macros work in general. Here's a footage of me using my Logitech G502 mouse macro on an easy level. I uploaded this video on my channel 2 months ago, so you can't say that I only made it for this video. And you can see how inconsistent the wave is by using the macro. This would never be as pixel perfect as you say it was. You don't even have to spam the part at 55 in Old Devil Vortex in order to pass it. In fact, it only makes it harder. If you manage to control to consistently spam in a certain way, you will have that one lucky attempt where you will have similar wave movements. It's just how it is. You may call bullshit on luck, but that's pretty much what it is, and you can't avoid it. Il dit avoir l'habitude de jitter click sans que ça soit nécessaire dans des niveaux non démons, et dit également qu'avec de la chance tu peux avoir deux mouvements de wave qui sont exactement les mêmes. Il dit aussi que les mouvements wave d'une macro sont très inconstantes, et qu'une macro peut pas faire des mouvements aussi précis. Mais le truc c'est que c'est humainement impossible d'être aussi constant en jitter click. Et Tosh dit au cam, j'en suis capable, parce qu'il aurait pris l'habitude de jitter click. Même le meilleur joueur au niveau jitter click, il n'arrive pas à faire des clics aussi constants. Tosh dit qu'une macro ne lui permet pas de faire des clics aussi constants, mais ça ne lui a pas empêché de faire une vidéo où il accuse Octafly d'avoir utilisé une macro, et que les mouvements de la wave soient exactement les mêmes, au pixel près. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. On va pas se mentir, c'est un des plus gros buts contre son camp que j'ai pu voir. Hein. Mais il y a un truc que je vous ai pas montré, et c'est ça. Il a rajouté du texte pour simplement ajouter des arguments qu'il a pas pu dire en vidéo. Et sauf qu'il y a un argument qui ne va pas et qui est celui-ci. Essayez de faire des mouvements de wave similaires avec un nombre de hertz faible et plus dur. Plus t'as de hertz, plus c'est simple de réussir à y arriver. C'est totalement faux. C'est même l'exact inverse. Plus le taux de rafraîchissement de ton écran est élevé, plus c'est difficile de faire des clics aussi constants. Un youtubeur du nom de Nothing is Scary a tout simplement fait le test dans sa vidéo où il résume l'affaire Devil Vortex. D'ailleurs, sa vidéo, je t'invite vraiment à aller la voir. Il a essayé de spam de la manière la plus consistante à 240 Hz et à 15 Hz. Et je vous laisse observer le test et la conclusion qu'il en tire. What I have here is an empty Geometry Dash level with the wave game mode at normal speed. I am playing on 240 Hz and this is the best I can do for consistent spam. Some parts might line up a little bit, but you will never get a perfect measurement out of that. However, this is what the same level looks like on 15 FPS when I spam. No, I am not using mods. Well, I mean I am, but I'm not using any cheating mods. I did that perfectly legit. That is because 15 FPS creates a lot more consistency. The lower your FPS, the easier it is to do that. Cela montre que Tosh a bel et bien menti sur ce point. L'affaire va rester un cas non résolu pendant plusieurs années, puisqu'on n'a pas pu prouver à 100% que Tosh ait triché pour vérifier Devil Vortex. Les fameux sites de Devil Vortex sont par la suite devenir un mème aussi. On va retrouver ces sites partout, que ce soit dans une partie d'échecs, sur le drapeau des États-Unis, ou encore celui des îles Tuvalu, ou encore sous forme de constellation dans le ciel. Et même le CM d'Opéra GX sur Twitter va reprendre ce mème. Je peux pas mentir, ce mème me fait toujours autant rire aujourd'hui. Cependant, le 23 juillet 2023, sort une vidéo va par la suite définitivement mettre un terme à cette affaire. Un certain ZSilix va tout simplement sortir une vidéo où il dit avoir fait une découverte majeure concernant cette affaire. When you look at Tosh's verification, you can see tiny bits of particles coming from the ground whenever the wave hits the bottom or top. This would normally not occur, except when there's a blue pad previously hit. I've looked into other Devil Vortex completions, and the particles were only present in Tosh's verification, meaning this footage is illegitimate. Comme il vient de dire dans la vidéo, on peut apercevoir ceci que dans la vidéo vérification de Tosh, et pas dans d'autres vidéos complétion, ce qui prouve officiellement que la vérification de Tosh n'était pas legit et a été réalisée avec une version semi-auto du niveau. Tosh sera par la suite banni de la Demon List, sa vérification de Devil Vortex lui sera par la suite retirée. À l'heure actuelle, il n'est plus actif sur YouTube depuis 2 ans, bien que ça n'ait rien à voir avec cette affaire. Il a d'ailleurs réagi au tweet d'Opéra GX reprenant le même des sites de Devil Vortex, en rigolant de la situation, bien qu'il n'ait jamais avoué avoir triché. L'affaire suivante est, disons, plutôt particulière par rapport à son déroulement, sans trop vous spoiler. Elle va être néanmoins
assez courte, mais elle reste quand même très intéressante. Laissez-moi vous parler de Xander. Xander est un joueur originaire d'Australie. Il va débuter sa carrière sur Géométrie Dash vers avril 2016, pendant la 2.0. Comme tout le monde, il va commencer à terminer des niveaux plutôt simples, mais à force de gagner en niveau, il devient suffisamment fort pour pouvoir terminer des extrêmes démons. Il commence à en terminer au début de la 2.1 comme Ice Carbon Diablo X, Niflheim, Novalis ou encore Incipient. Bien qu'il soit un bon joueur, il n'est pas encore parmi les meilleurs comparé à d'autres joueurs, comme Sonic, Diamond Splash, Trusta ou encore Sergei Lester. Si Xander veut tirer son épingle du jeu et se faire connaître aux yeux de tous, il doit le prouver en termes de niveau bien plus difficiles que ceux qu'il a déjà terminés. Mais il peut le montrer en vérifiant un top 5, voire un top 1. Et pour cela, il faut qu'il y ait un top 1 qui soit prêt à être vérifié et qu'il en ait l'opportunité de pouvoir le vérifier. Et justement, il y a un top 1 qui est prêt à être vérifié, un niveau qui a marqué l'histoire par rapport à sa difficulté. Laissez-moi vous présenter Zodiac. À cette époque-là, le top 1 n'était autre que Bloodlust, un autre niveau légendaire par rapport à son histoire, mais également sa difficulté. Niveau difficulté, Zodiac est beaucoup plus difficile que Bloodlust. On est à ce moment-là vers fin novembre 2018, et Zodiac a été terminé d'être créé officiellement le 12 février 2018. Oui, je pense que vous avez compris pourquoi le niveau n'a pas été vérifié après tout ce temps. C'est que simplement, personne n'a réussi à vérifier Zodiac, tellement il est difficile. Au départ, c'était Wushi, un talentueux joueur qui devait vérifier le niveau, qui a vite par la suite abandonné le niveau, puisqu'il avait d'autres projets qui lui prenaient trop de temps. Ensuite, c'était au tour de End Level de vérifier le niveau, sauf qu'il va vite refiler la patate chaude à Benji. Il va faire très bon progrès, avec notamment un bon 38%, une run de 61 à 100%, mais il finira par jeter l'éponge, à cause des cours qui lui prenaient beaucoup trop de temps, et par le fait qu'il n'était plus trop motivé à vérifier Zodiac. Ensuite, la patate chaude se a refilé à un autre joueur, qui est Diamond Splash, qui va réussir à atteindre 42% et fait une run de 49 à 90%, mais il finira aussi par abandonner le niveau, malgré des progrès assez prometteurs. Et il arrive entre les mains d'un joueur qui est pas très connu, qui n'est autre que Xander. Il a désormais entre ses mains le futur top 1, et il doit absolument le vérifier s'il veut marquer l'histoire. On vient lui donner une chance, et il se doit de la saisir. Et il commence la vérification et se rend compte que ça va vite prendre du temps. En revanche, il arrive à faire de très bons progrès, comme un joli 42%, et il va aussi faire une run de 61 à 100%, ce qui est vraiment pas mal. Xander est à ce stade le joueur qui a fait le plus de progrès sur Zodiac. Sur ses épaules l'espoir des personnes qui veulent que Zodiac soit enfin vérifié. Il réussira à atteindre 60-70%, malheureusement je n'ai pas le pourcentage exact puisque ces vidéos progrès ont été passées en non répertorié, mais bon bref, il n'a jamais été aussi près du but qu'à ce moment-là. Le temps passe et on arrive le 28 janvier 2019 où il se passe ceci. Xander vient d'enfin de vérifier Zodiac. Il a enfin vérifié après 3 mois, en 61 375 tentatives au total. Il vient de marquer l'histoire en vérifiant un niveau de difficulté jamais atteinte auparavant. Et Zodiac se hisse ainsi à la première place de la Demon List, détrônant ainsi Bloodlust. Pendant 2-3 mois, personne va réussir à terminer Zodiac, au point on peut se dire que le niveau est quasiment impossible. Cependant, il y a un joueur qui mérite qu'on fasse petit aparté sur lui. Voici Technical. Technical, c'est à l'heure actuelle un créateur de contenu assez connu qui possède 125 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est aussi un joueur de talent, mais également aussi un très bon speedrunner sur Mario Kart 8 Deluxe, en catégorie de 100cc. Oui, c'est une petite anecdote que je casse ici, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Tiens, vu plutôt que Technical, c'était un des modérateurs qui avait apporté sa contribution à la vidéo expo sur Touch Deluxe. Et à ce moment-là, quand Zodiac a été vérifié, c'était la star montante de Geometry Dash. C'était le top 1, et il avait réussi à terminer le top 4 de Geometry Dash, avec Bloodlust, Special Rend, Plasma Pose Final ou encore Gamma, ce qui est juste incroyable. C'est pour vous dire le talent de ce joueur. Après que Zodiac ait été vérifié, Tech décide de se lancer un nouveau défi qui est de terminer Zodiac. Il commence à grind vers mi-mars où il réussit à atteindre assez vite les 41%. Ah!
Une semaine plus tard, il arrive à 53%. Ce qui est vraiment pas mal comme progrès pour un niveau de ce calibre, bien que ça n'ait l'air pas si énorme que ça comme progrès. Le Zodiac est un niveau extrêmement long. 4 jours plus tard, il atteint 66%. On arrive à un stade où on sait qu'il va terminer Zodiac, mais on ne sait pas quand il va le terminer. Ça n'est plus qu'une question de temps. Pour le 1er avril, il sort une vidéo progrès où il atteint 90%. Et non, ça n'est pas une blague malgré la coïncidence. Oh my god! Et une semaine plus tard, il atteint 97%. No! Oh my god! No! Ça fait mal, mais il est vraiment à ça de terminer Zodiac. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, Tech décide de continuer à grind afin de terminer Zodiac le plus vite possible. 3 jours seulement passent, on arrive le 10 avril et laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé. I beat it! Oh my god! Oh my god, I beat Zodiac! Holy crap! No way! I just beat Zodiac! Holy... Oh my god! Technical arrive enfin à terminer Zodiac. Au bout d'un mois entier de grind, il devient le first victor de Zodiac, avec 25 161 tentatives au total. Ce qui est énorme en soi, mais pour un niveau de ce calibre, c'est vraiment pas si énorme que ça. Avoir terminé Zodiac confirmera le fait qu'il est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Revenons à Xander. Il va se mettre à terminer les extraits de Lyon un peu comme ce qu'il a eu l'habitude de faire, jusqu'à ce qu'apparaisse l'une des nouvelles les plus inattendues de l'histoire de Geometry Dash. Le 11 juin 2019, Xander décide de publier un post dans l'onglet communauté de sa chaîne YouTube. Son post va avoir l'effet du bombe atomique au sein de la communauté GD. Dans ce post, il avoue ceci. J'ai hacké Zodiac. Le titre de la vidéo a été changé et les autres records ont été par la suite mis en privé. La décision de ce qui va advenir de Zodiac revient à Technical étant donné qu'il l'a terminé. Il publiera un autre post où il dira ceci. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, ce n'est pas du no-clip. J'ai vu beaucoup de personnes essayant d'utiliser cette preuve comme quoi j'aurais no-clippé, bien que j'ai déjà dit que j'ai speed-hacké. Xander avoue dans le plus grand des calmes et surtout par lui-même qu'il a triché pour vérifier Zodiac en utilisant un speed-hack. C'est la seule fois où j'ai vu quelqu'un avouer publiquement qu'il ait triché sur Geometry Dash. Avec du recul, j'en rigole un peu, mais en vrai, genre, c'est quand même assez fou. Cette duel va susciter beaucoup de réactions. Et les réactions sont très partagées. Entre la déception, l'incompréhension, et aussi le fait qu'ils reconnaissent l'honnêteté de Xander sur le fait qu'il aurait triché, bien qu'il condamne ce qu'il a fait quand même. Au final, c'est une affaire qui va pas avoir tant de répercussions que ça, puisque Tech a déjà terminé Zodiac, ce qui fait qu'il devient officiellement le vérifieur de Zodiac. Zodiac sera par la suite unrate pendant un court laps de temps, avant qu'il soit re-rate entre temps. D'ailleurs, Xander s'est amusé à update le niveau, à le remplacer par un layout impossible utilisant la musique du générique des Simpsons. Bon, après on va lui dire d'arrêter un peu les conneries et de remettre la version originale de Zodiac, ce qu'il va faire d'ailleurs. Et le niveau sera par la suite transféré sur le compte de Bayanox, qui est l'host de Zodiac. Je pense que c'est le cas de triche qui était le plus facile à résoudre. Absolument tout a été apporté sur un plateau d'argent. Il n'y a eu besoin d'aucune recherche vu que Xander a absolument tout balancé. Même si l'affaire implique un top 1, ça n'a pas eu de grosses conséquences au final. Xander a changé le titre de sa vérification en Showcase. C'est un peu la technique que font tous ceux qui sont pris en flagrant délit de triche, on veut pas se mentir. Et il va par la suite supprimer les vidéos des niveaux qu'il a terminé en trichant. Et par la suite, Xander va décider simplement de se repentir et de redevenir un joueur legit. Et même s'il n'a pas terminé Zodiac, son hardest est actuellement Asterios, qui est un niveau qui est à l'heure actuelle placé au top 55 de la Demon List, lorsqu'il l'a terminé. Please.
Yes! Fuck you! Holy shit! À ce moment-là, Zodiac était passé top 23 sur la liste. Perso, ça me rappelle un peu l'affaire de triche concernant Andromeda, qui aurait d'ailleurs mérité sa place dans cette vidéo, où Andromeda avouait avoir triché la plupart de ses achievements en 1.9, et par la suite, en 2.0, il a réussi absolument tous les reterminer. Au final, c'est une affaire qui se finit assez bien, il n'y a pas eu énormément de dégâts, et plus ou moins tout le monde lui a pardonné, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bon. Si vous suivez ce qui se passe sur Geometry Dash, je pense que vous n'êtes absolument pas passé à côté de cette affaire. Il s'agit sans aucun doute du plus gros scandale de triche de l'histoire de Geometry Dash. Voici l'affaire Space UK. Et je vous préviens, ça va vite s'enchaîner dès le début. Space UK était un joueur anglais qui va commencer sa carrière vers début 2020. Au départ, c'était un débutant comme tout le monde, et pour son premier démon, il va terminer Decode, qui est un easy démon, bien qu'il ne soit pas le plus facile. Pour son deuxième démon, on pourrait penser qu'il va finir un niveau de la même tranche de difficulté. Comme tout le monde, il termine Weedy Landscape, qui est un insane démon. Ah bah je vous l'avais dit, hein, ça s'enchaîne très vite, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Il vient de faire un jump absolument énorme. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un jump, c'est lorsque tu termines un nouvel hardest beaucoup plus difficile que ton hardest précédent. Par exemple, si tu termines un easy extreme démon comme AQ par exemple, alors que ton précédent hardest, admettons The Nightmare, qui est un easy démon, tu vas faire un jump d'un easy démon à un extrême démon, ce qui est énorme. Après cet énorme jump, Space ne s'arrête pas là. Le prochain démon qui va terminer est Cataclysm. Attends, j'ai bien lu? Ah bah non, c'est bien Cataclysm, ce qui représente aussi un assez gros jump. Pour son cinquième démon, il va sûrement s'attaquer à un autre extrême démon, qui sera d'ailleurs sa toute première vidéo qu'il va poster sur YouTube. Et il s'agit de Wasureta. I beat it, yes! Yes! Finally! Là où Cataclysm était considéré comme un extrême démon assez facile à cette époque-là, Wasureta, lorsque Space l'a terminé, était placé à la 20e place de la Demon List. Ce qui est juste énorme. C'est un énorme jump. D'ailleurs, on considère que c'est lui qui a popularisé cette notion de jump. On a littéralement à faire un véritable prodige de Geometry Dash qui peut facilement devenir le prochain meilleur joueur de l'histoire de GD. Space UK va frapper d'autant plus fort puisque le 12 décembre 2020 il va terminer son 6e démon. Et il s'agit de The Golden. I beat the golden. Oh, you beat it? Oh yeah. Holy shit, that was one attempt. The Golden, c'est pas n'importe quel extrême démon, puisqu'il s'agit à cette époque-là du deuxième niveau le plus difficile sur la Demon List. Oui, il vient de terminer un putain de top 2 pour son 6e démon. J'ai pas les mots pour dire à quel point c'est un exploit titanesque. Plusieurs mois passent et Ice Cave, qui est un joueur et créateur canadien assez connu, annonce qu'elle a terminé de créer un nouveau top 1. Un autre niveau d'une difficulté jamais atteinte, qui repousse d'autant plus la barrière de l'impossible, j'ai nommé Slaughterhouse. Quand je vous ai dit qu'on dépassait la barrière de l'impossible, je ne plaisante absolument pas. Zodiac, c'est vraiment de la gnognotte à côté de Slaughterhouse en termes de difficulté. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Entre les parties en wave, en vitesse x4, avec des gaps extrêmement étroits et les straight fly extrêmement étroits, et qui sont aussi très longs, vous comprenez vite pourquoi le niveau est considéré comme étant quasiment impossible. À la base, Ice Cave avait confié la vérification à plusieurs joueurs, qui sont dans l'ordre Kurumi, Xani, Doggy et Curse. Mais ils ont tous abandonné la vérification. Kurumi et Xani au bout de 20%, Doggy a atteint 51% et Curse n'a malheureusement pas fait de vrais progrès notables. Suite à tout cela, Ice Cave décide de prendre une décision afin d'accélérer le processus de vérification. Il va convoquer parmi les meilleurs joueurs du monde à ce moment-là et organiser une course à la vérification. Celui qui termine Slaughterhouse en premier est considéré comme étant le vérifieur du niveau. Parmi les joueurs convoqués, on attend Doggy et Xani qui sont deux des 4 anciens vérifieurs, mais on a également d'autres joueurs talentueux comme Zamazu, Trick et bien évidemment Space UK. La course peut enfin débuter, sauf qu'on se rend compte qu'elle est totalement déséquilibrée à cause d'un joueur qui est au-dessus d'absolument tous les prétendants. Et il s'agit de Space UK. Il est tellement au-dessus des autres qu'il va vite atteindre les 92%. I got 92! Holy shit! Holy shit! Et la question n'était plus de savoir qui allait vérifier Slaughterhouse, mais quand Space allait vérifier Slaughterhouse. Et quelques jours plus tard se déroule un moment qui marque l'histoire de Geometry Dash.
how fucking reactive I was, and I coughed so much. Oh my god. Space réussit enfin à vérifier Slaughterhouse. C'est juste incroyable. On a vraiment affaire à un véritable prodige qui en plus de ça est arrivé très récemment sur la scène Geometry Dash et qui détruit absolument tout sur son passage. Par la suite, Slaughterhouse sera rate en même temps que deux autres niveaux qui étaient aussi des candidats à la place de top 1 qui sont Arcturus et Firework. Bon, au final, Arcturus est considéré comme étant plus facile que Tartarus qui était le top 1 à cette époque-là, et Firework est considéré comme étant plus facile que Slaughterhouse. Il sera donc placé à la place de top 2 et Slaughterhouse se hisse confortablement à la place de top 1. D'ailleurs, concernant Firework, retenez bien cette info-là, ça va être utile pour la suite. Vous comprendrez plus tard. Space UK sera par la suite considéré comme étant le meilleur joueur de Geometry Dash à cette époque-là. D'ailleurs, suite à cet exploit, il sera élu comme étant le meilleur joueur de 2022 aux Geometry Dash Awards, ce qui, on va pas se mentir, quelque chose de très symbolique. Il l'emporte avec 70% des votants, ce qui est vraiment énorme. Le talent de Space fait l'unanimité, et ça donne une idée du prestige énorme que Space avait désormais. 2022 arrive et Space se met à grind les extrêmes démons. Et vers mi-2022, un nouveau top 1 vérifié par le joueur Zoink fait son apparition. Un niveau considéré comme étant la suite de Tartarus, il s'agit de Acheron. Acheron, pour faire simple, c'est Tartarus en gris et en plus dur. Il y a énormément de timings qui sont scandaleusement difficiles, dont certains qui sont en frame perfect. Je pense que vous allez vite deviner la suite. I beat Acheron! I just 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 beat Acheron! Pace devient le first victor d'Acheron. Il le termine le 23 août 2022, en 39 887 tentatives au total, ce qui est vraiment pas énorme en réalité. Pour faire une comparaison, Doggy, qui a aussi terminé Acheron après Space, l'a terminé en 121 149 tentatives. C'est pour vous dire à quel point il était au-dessus de tout le monde. Space ne va pas s'arrêter là, il va continuer à s'attaquer aux niveaux les plus durs de la liste, mais pas juste quelques-uns. Il veut terminer l'entièreté de la liste principale, pour montrer à tout le monde qu'il mérite sa place au sommet. C'est parti. À chaque extrême qu'il termine, il se rapproche de plus en plus de son objectif. Il voit la lumière au bout du tunnel. Mais ça n'est pas encore terminé. En terminant Sephiroth, Space UK arrive ainsi à terminer l'entièreté du top 75 de la Demon List à cette époque. Devient ainsi la deuxième personne au monde à accomplir cet achievement,
La première étant Nswish, un ancien top player extrêmement talentueux, qui a notamment été top 1 et qui a vérifié de Golden. Entre temps, il est réélu meilleur joueur de l'histoire de Geometry Dash au JD Awards de 2022, avec 28,8% des votes, et l'année 2023 commence très bien pour lui. Attention, tout va pour le mieux de son côté, sauf que quand tu arrives aussi vite au sommet, la chute sera d'autant plus brutale. Le 25 avril 2023, Paco, que vous connaissez sûrement si vous avez vu la vidéo d'Ego sur Silent Club Step, puisque c'est elle qui a vérifié le niveau, qui est d'ailleurs aussi une modo de la Demon List, va tout simplement sortir une vidéo qui va avoir l'effet d'une bombe au sein de la communauté GD. Elle va simplement accuser Space de triche en se concentrant sur 3 niveaux, qui sont de Hallucination, Oblivion et Acheron. Elle remarque dans les complétions de Space UK qu'il y a quelques frames de décalage entre l'action de l'icône et les clics de Space. En soi, c'est quelque chose qui peut arriver lorsque par exemple ton logiciel de capture comme OBS ou Shadowplay fait de la merde. Sauf que le truc, c'est dans le cas de Space, les décalages de clics se font à des frames qui sont très irrégulières. C'est pas genre constamment genre 2 frames de décalage par exemple. Le délai n'est pas constant, il oscille entre moins 1 frame au minimum et plus de 6 frames au maximum. Et tout ça n'est absolument pas normal du tout. Mais Paco a trouvé quelque chose qui a confirmé le fait que Space aurait triché. Je vous laisse tendre l'oreille. On peut entendre un petit clic qui n'est absolument pas nécessaire. Paco explique que Space a activé une macro en cliquant dans le vide et qu'il faisait semblant de jouer par-dessus la macro qui jouait à sa place. Suite à cette vidéo, la situation s'embrase. Il y a eu des dizaines, des centaines de milliers de réactions sur Twitter et Space va vite répondre à cette affaire-là dans un tweet. Chaque niveau de la main list après ma complétion de Sephiroth était hacké. J'ai perdu l'intérêt à jouer à ce jeu et je voulais voir pendant combien de temps je pouvais m'en sortir sans me faire choper. Parmi mes complétions hackées, on retrouve Aerial Gleam, Oblivion, Abyss of Darkness, The Hallucination, Kyuki, et j'ai oublié Acheron aussi. Déjà que les accusations de triche ont eu l'effet d'une bombe atomique, les aveux de Space ont l'effet du bombe à hydrogène. C'était la Tsar Bomba qui venait de faire exploser. Le meilleur joueur qui avait une longueur d'avance sur tout le monde, qui était considéré comme un véritable prodige, était en réalité un tricheur. Les suspicions de Paco étaient en réalité bel et bien fondées. Vu la manière dont Space UK répond à cette affaire, on a un peu l'impression qu'il prend à la légère la situation, où il disait qu'il se faisait chier, qu'il s'était mis à tricher pour simplement passer le temps. Mais aussi qu'ils sont un peu en mode ouais, j'ai triché ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Ah, et puis aussi le niveau le plus dur, ouais, je l'ai aussi triché. En plus ça, il nous a pas dit comment il s'y est pris pour simplement tricher. Ce qui fait qu'à ce stade, on ne sait toujours pas quelle méthode Space a-t-il utilisé pour simplement tricher, pour simplement terminer ses complétions. Les réactions sont globalement assez partagées entre la compréhension et la déception. Mais aussi par rapport au fait que Space n'est pas avoué avoir triché Slaughterhouse, qui est vraiment son achievement majeur. Et d'ailleurs, il assume avoir terminé de manière legit d'autres achievements. Faut dire que ça fait extrêmement chier qu'il ait triché pour simplement terminer des énormes achievements, dont Acheron qui est un putain de top 1, à ce moment-là, mais d'un côté on peut se dire, il a quand même réussi à vérifier Slaughterhouse, l'honneur il est un minimum sauf. Mais sauf que ça s'arrête pas là. Oh que non. Quelqu'un a fait une découverte qui va tout faire chambouler, et c'est le créateur de Zitbot qui en est l'auteur. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Zitbot c'est simplement un niveau qui enregistre des macros pour simplement terminer un niveau. Le créateur de Zitbot explique que lorsque tu termines un niveau avec Zitbot, le gros level complete affiché à la fin est quelques pixels plus petit que celui d'origine, lorsque tu n'utilises pas Zitbot. C'est un détail dont personne n'était au courant, sauf le créateur de Zitbot, mais dès que tu le sais, tu vois très clairement la différence. Quasi toutes ses complétions avaient le level complete plus petite que la version Vanilla, y compris sa complétion de Slaughterhouse. Cela veut dire qu'on sait comment il a fait pour tricher, mais également qu'il a triché pour terminer quasiment tous ses achievements. Suite à ces nouvelles révélations, vous doutez bien que la communauté GD était très énervée. Déjà qu'il venait de prendre toute la communauté GD pour des cons, il continue de nous la mettre à l'envers en montant dans ses soi-disant aveux. On a une preuve irréfutable sur le fait qu'il est triché. Space ne peut plus mentir à ce stade-là. La seule chose qu'il peut faire, c'est de tout expliquer une bonne fois pour toutes. Le lendemain, Space va faire un tweet longueur où il va absolument tout expliquer. Il explique qu'après avoir terminé Wasureta, qui revendique encore comme legit à l'heure actuelle, il avait tout simplement essayé de terminer de Golden, mais qu'après l'avoir terminé, il s'est aperçu qu'il avait tout simplement no clip de manière accidentelle. Ma complétion de Wasureta comme un jump depuis Leiac est legit. Après cela, j'avais les yeux rivés sur mon prochain extrait démon, qui sera de Golden. Ma complétion de Golden était accidentellement no clippée, et je l'ai remarqué au bout de 20 minutes, après que je l'ai terminé le niveau. Ensuite, j'ai décidé de soumettre ma complétion dans un état d'esprit en mode au pire, si je me fais choper, j'aurais juste à quitter GD. À grande surprise, ma complétion a été acceptée. Juste après, il va s'expliquer sur la méthode de triche qu'il a utilisée. Comment j'ai fait pour tricher? J'ai acheté Zitbot et j'ai record une macro et je cliquais par-dessus. C'est tout. Rien de compliqué. Juste des simples clics par-dessus une macro.
Cette méthode de triche a été utilisée pour environ 90% de mes complétions hackées. Tout ce qui s'en est suivi était majoritairement hacké, sauf pour quelques exceptions. Pour la plupart des niveaux dans le top de la Demon List, j'étais suffisamment fort pour y jouer. Mais dès que je m'ennuyais, j'allais pathétiquement les hacker. J'ai menti à tous mes amis en ligne et trahi leur confiance. Je suis ensuite allé hack Slaughterhouse, mais au lieu de cliquer par-dessus macro, j'ai passé pendant peu de temps en annihilant les clics, ce qui a fini par donner un résultat médiocre, mais j'ai quand même fini par publier la complétion. Pour les records les plus récents, je les ai hackés simplement en cliquant par-dessus les macros avec une handcam. Au final, la méthode de triche de Space UK était beaucoup plus simple que l'on pensait. Ça n'était pas quelque chose de complexe de tirer par les cheveux. Non, non, non. Surtout que c'était une méthode de triche qui est absolument pas compliquée à démontrer. Et du coup, comment il a fait pour s'en tirer aussi facilement pendant autant de temps? Et bien en réalité, c'est bien plus compliqué que d'utiliser des bots et des macros. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Space était un très bon joueur à la base, mais ses amis diront aussi qu'il était très fort en ingénierie sociale, ce qui lui a permis de simplement réussir à manipuler ses viewers et ses amis. Not only was he pretty decent at the way that he was hacking, but he was incredibly good at sort of socially engineering the way in which he interacted with people to come off as legit. He was actually a good player, so it didn't look suspicious on stream and when he was in calls with us, because he actually could play the levels. He did learn them and like actually play them, but when it came to completing them, he didn't do that. He just botted them. C'est pour ça qu'on peut pas non plus trop en vouloir au staff de la Demon List ou même à ses amis de ne pas avoir remarqué qu'il est triché. Mais c'est le manque d'attention et de vérification concernant qui a permis de passer au travers des mailles du filet et de s'en tirer pendant quasiment 3 ans. Et vers la fin de son tweet longueur, il décide de faire une promesse, qui est celle-ci. Pour tous les titres de First Victor et des vérifieurs que j'ai volés, je rendrai l'argent que je me suis fait grâce à la monétisation de mes vidéos aux joueurs qui le méritent. C'est une sacrée promesse, on ne va pas se mentir. Et c'est quelque chose qu'on peut que saluer. En plus, cela sous-entend qu'il a quand même pris un minimum conscience des dégâts qu'il a pu causer. Mais ça ne va pas réparer tout le mal qu'il a causé, et encore il faut qu'il tienne vraiment sa promesse. Faut pas que ce soit juste des paroles dans le vent. Et alors, je tourne cette vidéo, il n'y a que Trick et Doggy qui ont reçu de l'argent de la part de Space. Beaucoup de joueurs ont été victimes de cette affaire, plus que toutes les autres que j'ai mentionnées auparavant. Ces joueurs se sont fait voler la reconnaissance et n'ont pas pu marquer l'histoire à cause de Space, malheureusement. Et je vais vous parler de 4 joueurs qui ont vraiment été impactés dans cette histoire. Même s'il y en a bien plus. Et c'est vraiment ceux qui ont été le plus impactés. Ils ont d'ailleurs témoigné dans la vidéo de Sammy Fang sur Space UK que je vous conseille vraiment, mais vraiment à aller voir, puisqu'elle est juste excellente. Et je me suis pas mal appuyé sur ses interviews pour écrire cette partie-là. D'ailleurs, vous avez aussi la vidéo de Julga qui a fait sur cette affaire-là, que je vous conseille d'aller voir. Il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos, ils sont vraiment focus sur les victimes de cette affaire. Je pense à la vidéo de Eon Air qui est vraiment excellente, si vous avez, ça vous intéresse. Le premier joueur dont je vous parlais est Trick. Trick est un joueur qui s'est fait connaître vers début 2021, grâce à un niveau qui est autre que Firework, dont j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. C'est un futur top 1 et Trick s'était fait la promesse à toute la Cherry Team, qui est la team qui a créé Firework, que le niveau sera vérifié et atteindra la place de top 1. Il va passer un an entier à essayer de le vérifier, et y arrivera au bout de 234 000 tentatives. Ce qui est juste un nombre absolument gigantesque. Sauf qu'il a vérifié Firework le 30 octobre 2021. Soit 6 jours après la vérification de Space de Slaughterhouse. Et vu que ces deux niveaux ont été rated quasiment au même moment, bah Firework s'est retrouvé directement à la place de top 2. Si Space n'avait jamais été là, non seulement Firework aurait été top 1, et Trick aurait réalisé la promesse qu'il a faite à toute la charity. Tout cela a laissé à Trick un goût bien amer, surtout que Space a soi-disant vérifié Slaughterhouse en une semaine. Around when Doggy dropped it and there became a verification race, that I first played the level and realized like, damn, this level is way harder than Firework, and like I really got scared. And then when Space started progressing just like so quickly on it, like that was really hard for me. Ça a dû être démotivant pour Trick de voir un nouveau joueur arriver de nulle part terminer des niveaux aussi difficiles, aussi vite et aussi facilement. Pour ce qui est du deuxième joueur, il s'agit de Varium. Varium est un joueur de longue date qui a commencé à jouer à Geometry Dash vers fin 2014. Et il a toujours eu un rêve qui est celui de terminer un top 1. Et il va avoir l'opportunité de réaliser ce rêve, puisqu'on va lui confier la tâche de vérifier un futur top 1 qui est autre que Hard Machine. Et il finira le vérifier le 19 août 2021. Oh my god! Oh my fucking god! I fucking beat him! I beat Harvested! Fuck you! Vous allez sûrement dire, mais Varium a vérifié Hard Machine avant que Space vérifie Slaughterhouse, donc normalement il devrait être top 1. Sauf que le problème c'est que le niveau a mis beaucoup de temps à être rate, et il sera placé dans la Demon List bien plus tard.
Et le first victor de Hard Machine était Space. Absolument tout le monde était d'accord sur le fait que Hard Machine soit placé à la place de top 1, sauf Space, qui disait que le niveau était bien trop facile pour qu'il soit top 1. Je pense qu'il doit être placé vers le top 5. When he confessed that he hacked, it brought new context to like so much stuff. Like at the time when he beat Hard Machine, which is a level that I verified, he said it was only about Zodiac difficulty. But the other people who had beaten it eventually said that it should be harder than Tartarus, and they still do say that to this day. Et pour qu'un niveau soit placé, cela dépend de l'avis des joueurs de la Demon List. Bah, cela fait que déjà de 1, Space était le seul joueur à terminer Hard Machine, et en plus de ça, vu la renommée que Space avait, bah, son avis avait d'autant plus de valeur que celui des autres. Ce qui fait que Hard Machine n'atteindra malheureusement pas la place de top 1. Son opinion a sûrement influencé les autres pour que Hard Machine soit pas top 1. Et il aurait sûrement atteint cette place s'il n'y avait pas eu l'influence de Space. Pour ce qui est de la troisième personne, il s'agit de Crysis. Crysis est un joueur islandais de talent. Il a notamment terminé des niveaux du top 10 comme Tartarus, Sonic Wave Infinity, The Golden et Firework. Et c'est ce niveau-là dont on va s'intéresser. Déjà, je pense que vous vous souvenez lorsqu'il a dit que Firework devait être à la base un top 1 s'il n'y avait pas Space. Eh bien, le truc c'est que Crysis est le first victor de Firework. Yes. Et ça aurait voulu dire tout simplement que Crysis aurait été le first victor du top 1, ce qui est un achievement absolument énorme. Et il aurait eu par la suite beaucoup plus de reconnaissance par rapport à son achievement. Mais ça n'est pas tout. Crysis est sûrement l'ami le plus proche de Space UK. Il lui parlait vraiment pratiquement tous les jours. Et en plus de ça, ils étaient vus comme rivaux. Et Crysis était pendant très longtemps top 2 derrière Space UK. Ce qui fait qu'il était un peu vu comme étant le pote de Space UK, mais en un peu moins fort. I was number 2 behind Space for a long time. Oh shit, okay. Yep. Never could get number 1. You remember like roughly how long you kept that number 2 spot? I guess like 4 to 6 months. Et quand le scandale a dû éclater et qu'il a appris la vérité, ça a dû être une énorme trahison pour lui. C'est comme se prendre un coup de poignard dans le dos. Et la dernière personne dont je vais parler qui s'est fait voler ses achievements n'est nul autre que Doggy. Doggy est un youtubeur et streamer à succès. Il comptabilise plus de 150 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il s'est fait connaître d'abord en étant le monteur de Nepesta, puis il a commencé à développer sa carrière de joueur et de créateur de contenu de son côté, et il est à l'heure actuelle un des meilleurs joueurs de l'histoire de Geometry Dash. Je vous avais dit plus tôt dans la vidéo que Doggy avait essayé de vérifier Slaughterhouse. Et bien ça n'est pas tout, Doggy est le first victor de Slaughterhouse également. Oh my fucking god. Yes. Et je pense que vous l'avez deviné, Doggy est en réalité le vérifieur de Slaughterhouse. Mais il n'aura hélas jamais eu la sensation de l'avoir vérifié. Ça peut nous rappeler l'histoire de Technical qui avait en réalité vérifié Zodiac après que Xander ait avoué avoir triché. Sauf que ça n'a pas trop grand chose à voir puisque Tech a tout simplement décidé de terminer Zodiac parce qu'il a été publié sur les serveurs. Alors que Doggy, il sait déjà de vérifier le niveau. Et il avait même fait des bons progrès. Il dira même dans sa vidéo où il parle de Slaughterhouse et de cette affaire-là qu'il regrette de ne pas avoir vérifié le niveau plus tôt. I've always been a bit regretful of myself for not verifying Slaughterhouse initially, because I hold the level dear to me, at least more than any other Geometry Dash level. This level's like my little brother, alright? Missing out on being engraved in the story of Slaughterhouse has always disappointed me. And cut to today, it turns out I verified Slaughterhouse without even knowing it. Definitely an interesting way to gain the title I thought I had long lost the opportunity to ever have. Sauf que ça n'est pas tout. Plus tôt dans la vidéo, j'avais dit ceci. Pour faire une comparaison, Doggy qui a aussi terminé Hackerun après Space. Oui, Doggy était en réalité le first victor d'Hackerun. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Doggy aurait été élu meilleur joueur au JD Awards de 2022, s'il n'y avait pas Space. Surtout qu'en 2022, les résultats étaient très serrés. C'est une reconnaissance qui récupérera que partiellement, hélas. Suite à cela, Space va ouvrir une nouvelle chaîne qui s'appelle Bird UK après avoir supprimé son ancienne chaîne. Et il va se mettre à live et essayer de terminer The Golden. Et il va tout simplement réellement le terminer. Yes! 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 Beaucoup de personnes pensent qu'il va sûrement se remettre à terminer les niveaux qu'il avait trichés et entrer dans une sorte de rédemption, comme ce qu'avait fait Andromeda à l'époque. Mais au final, non, il ne terminera que Tartarus et Crimson Planet et va tout simplement s'arrêter là. Et surtout, est-ce qu'on peut encore le croire? Personnellement, j'ai encore un peu en travers la gorge cette affaire-là. Et j'ai
énormément de mal à le croire sur cette affaire, et beaucoup d'autres personnes restent sceptiques par rapport à tout cela. Après avoir posté sa complétion sur Cryptopia Planet, il va mettre ses 3 vidéos en non répertoriées, et ne va plus rien poster concernant Geometry Dash, ce qui met officiellement un terme au plus gros scandale de triche de l'histoire de Geometry Dash. Au final, que peut-on en dire en conclusion par rapport à tous ces scandales? Déjà, comme plus ou moins tous les jeux où il y a de la compétition, il y a de la triche, et Geometry Dash ne fait pas exception à la règle. La triche, en plus de voler les achievements des joueurs, remet en cause la légitimité des autres joueurs. Lors du scandale autour de Space, beaucoup de joueurs se sont posés la question sur la légitimité de Zoink, qui est le vérifieur d'Acheron, et actuel meilleur joueur de GD, qui possède plus ou moins le même parcours que Space UK, celui d'un prodige qui arrive de nulle part et qui termine des niveaux extrêmement difficiles en un nombre de tentatives très faible et en un laps de temps assez court. Par exemple, il a notamment fallu 9 mois pour que Avernius, qui était un ancien top 1, soit enfin terminé par un autre joueur que Zoink. Zoink l'avait vérifié en 27 000 tentatives, ce qui est vraiment que dalle, et le first sister qui s'appelle Diamond, pas confondre avec Diamond Splash, attention, l'a terminé en 233 000 tentatives, qui est pratiquement 10 fois plus, ce qui est énorme. Heureusement, au fil des années, les complétions sont de plus en plus surveillées, il faut de plus en plus d'éléments pour tout simplement prouver que la complétion d'un niveau soit legit, que ce soit avec le bruit des clics, le fait qu'il y ait des streams, etc. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des fois des failles et que les tricheurs peuvent s'y engouffrer pour tout simplement rester inaperçus le plus longtemps possible. Ça n'est pas un modèle parfait, faut le rappeler. Il y aura encore sûrement d'autres tricheurs qui referont parler d'eux dans le futur, et cela aura pour effet de renforcer davantage les contrôles par rapport aux vérifications et de remettre en cause la légitimité de futurs joueurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à écrire et ça a été très compliqué de trouver le temps pour la tourner, et j'imagine pas le temps que ça va me prendre pour la monter. Geometry Dash c'est un jeu que j'adore et je compte sûrement refaire d'autres vidéos dans le futur sur ce jeu. Geometry Dash c'est un jeu que j'adore et qui fait partie des jeux les plus importants de ma vie, avec notamment Mario et Pokémon, et je compte faire d'autres vidéos sur Geometry Dash à l'avenir, même si j'ai pas envie d'être une chaîne uniquement centrée sur du Geometry Dash. Avant de vous quitter, j'ai envie de faire 2-3 annonces. La première, c'est d'augmenter le rythme de parution vidéo, et de faire des vidéos un peu plus courtes qui prennent un peu moins de temps, bien évidemment qu'elles soient quand même travaillées, parce que faire des vidéos qui prennent autant de temps, ça fait que niveau rythme de parution de vidéo, c'est pas fou quoi. J'ai pas envie de tout simplement mettre 2 mois avant de sortir une autre vidéo. Bien évidemment, je n'exclus pas le fait de refaire des vidéos aussi longues, même si ça va être très rare vu que ça me prend énormément de temps, et que ça m'énerve de voir que je poste assez peu de vidéos sur la chaîne. Désolé à tous ceux qui aiment énormément les vidéos très longues, mais ça me prend beaucoup trop de temps. Je peux pas me permettre de faire autant de vidéos aussi longues. Surtout qu'en plus de ça, je ne suis pas youtubeur à temps plein, j'ai aussi des études à côté par exemple. Et la deuxième annonce, c'est sûrement que je vais sûrement me mettre à faire des lives sur Twitch, où je vais sûrement streamer du Geometry Dash, et aussi faire des challenges sur des jeux Mario ou sur Pokémon. Je ne donne pas de date ou quand je me mettrai à streamer, parce que je ne sais absolument pas quand j'aurai le temps, mais si jamais vous voulez me voir streamer et que vous voulez être tenu au courant, je vous invite à tout simplement suivre ma chaîne Twitch, twitch.tv/parkytrublion. Le lien se trouve en description, et vous y trouverez aussi le lien de mon Twitter et de mon Instagram si jamais ça vous intéresse. Bref, sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!